Les flottes russes tyrannides ne sont pas des armées au sens où l'entendent les peuples de la galaxie, mais les prolongements d'une intelligence unique et insondable, l'esprit de la ruche. Chacune d'entre elles constitue une vaste concentration de biovaisseaux, de créatures guerrières et d'organismes spécialisés, tous liés par une conscience psychique commune dont les dessins échappent encore aux plus grands savants de l'Imperium. Si les plus célèbres flottes russes telles que Behemoth, Kraken ou Léviathan ont marqué l'histoire par leurs invasions dévastatrices, elles ne représentent en réalité que les plus imposantes manifestations d'un phénomène bien plus complexe. Les flottes russes ne progressent pas sous la forme d'une masse compacte. À mesure qu'elles pénètrent dans la galaxie, elles se ramifient en d'innombrables vrilles capables d'envahir plusieurs régions simultanément. Chacune constitue une extension de l'esprit de la ruche et poursuit le même objectif: localiser, submerger et consommer toute source de biomasse rencontrée sur son passage. Cette fragmentation permet aux tyrannides de multiplier leurs axes d'offensive, de contourner les lignes de défense ennemies et d'étendre leur emprise à une échelle que peu d'espèces peuvent espérer contenir. Cette séparation n'implique cependant pas une simple duplication de la flotte d'origine. Au fil des campagnes, chaque vrille est confrontée à des environnements, des espèces et des formes de résistance qui lui sont propres. L'esprit de la ruche adapte alors progressivement sa biomasse afin d'optimiser ses chances de victoire, donnant naissance à des organismes, des comportements ou des stratégies qui peuvent différer sensiblement de ceux de la flotte parente. Certaines vrilles développent une préférence pour la guerre d'usure, d'autres privilégient la vitesse, l'infiltration, les assauts aéroportés ou souterrains, ou encore des adaptations physiologiques destinées à contrer des ennemis spécifiques. Lorsqu'elles acquièrent une identité suffisamment marquée, ces ramifications sont parfois reconnues comme de nouvelles flottes russes à part entière, portant leur propre nom et incarnant une expression singulière de la volonté de l'esprit de la ruche. L'évolution des flottes russes ne suit pas une hiérarchie figée, mais plutôt un processus d'adaptation permanent où chaque victoire et chaque défaite enrichissent le patrimoine biologique de l'espèce. Cette capacité à se diversifier sans jamais perdre son unité est l'une des plus grandes forces des tyrannides, faisant de chaque nouvelle vrille une menace potentiellement différente et inédite de toutes celles qui l'ont précédée. Parmi les innombrables ramifications de l'esprit de la ruche, certaines flottes russes se distinguent par des méthodes de guerre si singulières qu'elles sont devenues tristement célèbres à travers la galaxie. Chacune incarne une facette particulière de la perfection adaptative tyrannide, façonnée par les innombrables campagnes qu'elle a menées. Peu illustre mieux cette spécialisation à outrance que la flotte ruche Ouroboros. Véritable cauchemar né du vide interstellaire, Ouroboros apparaît dans les récits des survivants comme une ombre gigantesque, glissant silencieusement entre les étoiles avant de fondre sur sa proie avec une fulgurance impossible à anticiper. Là où d'autres flottes russes écrasent leurs ennemis sous le poids d'une marée biologique incessante, Ouroboros privilégie une vitesse d'exécution foudroyante, frappant avec une précision si soudaine que ses victimes n'ont souvent pas même le temps de comprendre qu'elles sont condamnées. Les défenses s'effondrent avant d'avoir pu se coordonner, les chaînes de commandement sont décapitées en quelques instants, et les mondes qu'elles convoitent voient leur destin scellé avant que l'ampleur de la menace ne soit pleinement comprise. Pour ceux qui croisent sa route, la mort n'est ni précédée d'un long siège, ni annoncée par une guerre d'usure. Elle survient dans un éclair de violence, aussi brutal qu'inéluctable. L'origine de la flotte ruche Ouroboros demeure enveloppée de mystère, au point que certains érudits impériaux avancent une hypothèse fascinante, bien qu'inquiétante. Elle pourrait être la toute première flotte ruche tyrannide à avoir croisé la route de l'humanité
plusieurs millénaires avant que les grandes invasions de Behemoth, Kraken ou Léviathan ne révèlent la véritable ampleur de la menace. Cette théorie repose principalement sur les chroniques du cardinal Miriamulus l'Ancien, dont les écrits relatent qu'au début du 36e millénaire, le secteur Hélican fut ravagé par une légion de créatures ailées animées d'une fièvre infernale. Bien que ces récits aient longtemps été considérés comme des allégories religieuses ou des témoignages déformés par la superstition, plusieurs découvertes archéotechniques leur ont conféré une crédibilité nouvelle. Des reliques exhumées sur d'anciens champs de bataille présentent en effet des marques de corrosion et de vitrification caractéristiques des décharges de bioplasma envoyés par les tyrannides. Tandis que les descriptions d'innombrables prédateurs ailés fondant sur leurs victimes avec une rapidité surnaturelle correspondent étroitement au schéma d'attaque aujourd'hui associé à la flotte russe Ouroboros. Aucune preuve irréfutable ne permet toutefois de confirmer cette hypothèse. Les archives de cette période sont fragmentaires, souvent altérées par les guerres, les purges administratives ou simplement les ravages du temps. Et l'Imperium demeure incapable d'établir avec certitude l'identité des créatures responsables de ces anciens massacres. Si ces récits évoquent réellement une incursion d'Ouroboros, cela signifierait que l'esprit de la ruche observait déjà la galaxie et éprouvait ses défenses des millénaires avant que les premières invasions tyrannides officiellement reconnues ne plongent l'Imperium dans l'horreur. Une telle perspective laisse entrevoir que la présence des tyrannides dans la Voie lactée pourrait être bien plus ancienne que ne le laissent supposer les archives impériales. S'il demeure impossible d'établir avec certitude un lien entre les antiques récits du secteur Hélican et la flotte ruche Ouroboros, les affrontements modernes présentent de troublantes similitudes avec ces témoignages oubliés. Partout où elle apparaît, Ouroboros fait de la domination des cieux le fondement de sa stratégie. Ses essaims de gargouilles, de harpies et d'autres bioformes volantes se déploient en une telle densité qu'ils obscurcissent le ciel, plongeant le champ de bataille dans une pénombre oppressante où les défenseurs perdent rapidement tout repère. Avant même que les principales bioformes terrestres n'engagent le combat, les nuées aériennes se sont déjà emparées de la supériorité tactique, transformant chaque tentative de coordination en un exercice désespéré. Fidèle à sa réputation, Ouroboros privilégie des offensives d'une rapidité foudroyante. Ces assauts se concentrent avec une précision remarquable sur les cibles dont dépend la capacité de réaction de l'ennemi. Centre de commandement, relais de communication, batteries antiaériennes et état-major sont frappés presque simultanément. En décapitant la chaîne de commandement et en réduisant au silence les réseaux de transmission, la flotte ruche prive sa proie de toute vision d'ensemble. Les armées ennemies, désormais aveugles et isolées, se retrouvent incapables de coordonner leur défense alors que les essaims tyrannides les submergent de toutes parts. Pourtant, l'aspect le plus déconcertant d'Ouroboros réside dans la nature même de ces organismes. Les analyses réalisées sur les rares spécimens récupérés indiquent que nombre de ces bioformes possèdent des versions sensiblement plus primitives de plusieurs organes spécialisés ou bioarmements tyrannides. Loin de traduire une quelconque faiblesse évolutive, cette physiologie atypique semble constituer une branche adaptative distincte, dont les caractéristiques diffèrent sensiblement de celles observées au sein des autres flottes ruches. Cette divergence biologique produit un effet inattendu. De nombreuses armes, toxines et tactiques développées par l'Imperium à partir de décennies d'expérience contre les tyrannides se révèlent nettement moins efficaces face aux créatures d'Ouroboros. Les protocoles établis pour combattre les invasions tyrannides perdent alors une grande partie de leur pertinence, obligeant les défenseurs à improviser sous la pression d'un ennemi dont les adaptations semblent appartenir à une lignée plus ancienne et pourtant parfaitement viable. Chaque apparition d'Ouroboros rappelle une vérité aussi crue que dérangeante.
L'évolution des tyrannides n'emprunte pas une seule et même voie, mais explore sans relâche une infinité de solutions biologiques au service de l'esprit de la ruche. Des millénaires après la disparition de Myriamulus l'Ancien, les antiques légendes semblent soudain reprendre vie. Aux confins du secteur thracian, une succession de mondes habités cesse brutalement toute transmission. Les premiers appels de détresse sont suivis d'un silence total, puis plus rien. Les flottes impériales dépêchées pour enquêter ne découvrent que des planètes mortes, entièrement dépouillées de leur biomasse. Les océans sont inexistants, les forêts ont disparu jusqu'à leur dernier lichen, et les cités ne sont plus que des carcasses désertes abandonnées sous un ciel vide. Face à l'absence de survivants et au caractère inexpliqué de ces disparitions, les rumeurs se propagent plus vite que les rapports officiels. De mondes en mondes renaissent d'anciennes histoires oubliées, évoquant une ombre descendue des étoiles qui fond sur les planètes pour en dévorer jusqu'à l'âme de leurs habitants. Lorsque la vérité éclate enfin, elle ne fait que confirmer les pires craintes de l'Imperium. Une flotte ruche, jusqu'alors inconnue, a pénétré dans le secteur thracian. En consultant de vieilles archives ecclésiastiques et plusieurs chroniques remontant au 36e millénaire, les autorités impériales choisissent de lui attribuer un nom depuis longtemps tombé dans l'oubli, Ouroboros. Ce qui n'était autrefois qu'une légende devient soudain une menace bien réelle et palpable. Afin d'endiguer l'invasion avant qu'elle ne gagne les secteurs voisins, un détachement du 18e Cadien est déployé sur le monde désertique de Shukra. Surnommés les broyeurs de nuées depuis leurs exploits durant la Deuxième Guerre tyrannique, ces vétérans comptent parmi les régiments les plus expérimentés de l'Astra Militarum dans la lutte contre les tyrannides. Convaincus que leur savoir-faire leur permettra de briser cette nouvelle vrille comme ils l'ont fait tant de fois auparavant, les Cadiens abordent la campagne avec une confiance totale. Cette assurance disparaît dès les premiers engagements. Les protocoles tactiques minutieusement élaborés au fil des nombreuses guerres tyrannides se révèlent soudain inopérants. Les tireurs d'élite visent les organes synaptiques et les points vitaux connus des bioformes ennemies, mais leurs projectiles ne provoquent que des blessures superficielles. Les obus chargés de gaz tyrannicides conçus pour empoisonner les organismes de la Grande Dévoreuse sont tout aussi décevants. Leurs nuages toxiques ne font qu'offrir un écran de fumée derrière lesquels les essaims ailés poursuivent leur progression. Désemparés face à un adversaire qui semble défier tout ce qu'ils croyaient connaître des tyrannides, les soldats du 18e Cadien résistent avec la ténacité qui a fait leur réputation. Ils infligent de lourdes pertes aux Xénos, mais sont finalement submergés et dévorés jusqu'au dernier. Devant l'échec des forces de l'Astra Militarum, la défense du secteur repose bientôt sur les épaules des Silver Drakes, un jeune chapitre primaris appelé à affronter une menace pour laquelle aucun enseignement ne les avait véritablement préparés. Comprenant que la domination des airs constitue la clé de la stratégie d'Ouroboros, les Space Marines lancent leurs escouades Inceptor au cœur des immenses nuées de gargouilles afin d'ouvrir des corridors vers les gigantesques bioformes ailées qui dirigent l'assaut. Leur mobilité et leur puissance de feu leur permettent d'abattre plusieurs de ces monstres, désorganisant momentanément les essaims environnants. Cependant, chaque victoire est aussitôt compensée par l'arrivée de nouvelles créatures. Malgré leur discipline et leur supériorité tactique, les Silver Drakes ne disposent ni des effectifs, ni des ressources nécessaires pour soutenir une campagne d'une telle ampleur. Éparpillés sur plusieurs fronts et incapables de porter un coup décisif à la flotte ruche, ils s'enlisent progressivement dans une guerre d'attrition aussi sanglante qu'implacable, où chaque bataille remportée ne fait que retarder l'inévitable arrivée d'une nouvelle vague de prédateurs ailés. Si les méthodes de guerre d'Ouroboros se sont révélées redoutablement efficaces contre les armées les plus disciplinées de la galaxie, elles montrent toutefois leurs limites face à un adversaire bien particulier, les orques.
La stratégie de la flotte ruche repose sur la désorganisation méthodique de ses ennemis. En éliminant les officiers, en détruisant les centres de commandement et en réduisant au silence les réseaux de communication, Ouroboros prive ses proies de toute capacité à coordonner leur défense avant de les submerger. Cette approche se heurte cependant à la nature même des peaux vertes. Les bandes orques ne dépendent que rarement d'une structure hiérarchique rigide ou d'un système de commandement élaboré. Même privées de leur chef, elles poursuivent généralement le combat avec un enthousiasme inchangé, chaque guerrier cherchant instinctivement le prochain adversaire à affronter. Là où les armées impériales sombrent dans la confusion, les orques continuent d'avancer, rendant une grande partie des tactiques de décapitation d'Ouroboros étonnamment peu efficaces. Cette opposition illustre parfaitement les limites de la spécialisation extrême de la flotte ruche. Aussi adaptée soit-elle à la chasse des civilisations organisées, elle ne peut entièrement s'affranchir des particularités de certaines espèces. Les organismes d'Ouroboros se distinguent également par une caractéristique aussi discrète qu'inquiétante. Nombre de leurs bioarmements émettent une faible lueur bleuâtre, une clarté spectrale qui semble pulser au rythme de l'esprit de la ruche. Sur les champs de bataille noyés dans la fumée et les nuées de gargouilles, cette luminescence confère aux créatures de la flotte ruche une apparence presque irréelle. Des témoins affirment avoir vu d'innombrables silhouettes ailées se découper dans cette lumière fantomatique, avant de fondre sur leur position, donnant naissance à des récits où les tyrannides prennent les traits de spectres descendus des étoiles. Si ce phénomène ne semble offrir aucun avantage militaire clairement identifié, au-delà de la simple arme morale, il contribue puissamment à la réputation d'Ouroboros. Pour les rares survivants de ces assauts, cette lueur surnaturelle demeure l'ultime image gravée dans leur mémoire avant que les essaims ne les engloutissent. À l'image du serpent antique dont elle porte le nom, Ouroboros persiste à être une énigme que l'Imperium ne parvient pas à saisir. Chaque rencontre avec cette flotte ruche soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses, rappelant que l'esprit de la ruche ne cesse de remodeler ses créations, selon des voies qui échappent encore à toute compréhension. Tant que ces vrilles continueront d'émerger des ténèbres interstellaires, nul ne pourra affirmer qu'Ouroboros a révélé l'étendue de ses véritables capacités, ni quelles nouvelles adaptations attendent encore les peuples de la galaxie. Plus inquiétant encore, personne ne peut dire avec certitude depuis combien de temps cette flotte ruche rôde véritablement aux confins de la Voie lactée, ni si les plus anciennes légendes de l'humanité ne constituaient pas déjà les premiers avertissements de son inexorable arrivée.